assistants, bonsoir. En ces temps de formation du nouveau gouvernement, il me semblait intéressant de rappeler ce que nous avions prévu dans La faute du bobo Josselin, Pierre Cassan et moi. Nous avions prévu ceci au mois de septembre l'an dernier. Alors, à l'heure où j'enregistre la vidéo, nous ne connaissons pas encore la formation du nouveau gouvernement, mais j'aimerais bien vous rappeler quelques-unes des anticipations que nous avons pu faire. Nous sommes en 2015. Le héros, Josselin Lefranc, vient de se retrouver sans travail, menacé, pris dans des émeutes. Il découvre la réalité de la France qu'il a appelée de ses voeux en 2012 en votant socialiste, et il vient de retrouver son grand-père, Henri Lefranc, qui fait partie de la résistance et avec qui les parents de Josselin avaient coupé tous les ponts, eu égard à sa façon de mal penser, de ne pas respecter la bien-pensance de l'époque. Donc Josselin parle avec le grand-père, ils évoquent le passé, ils évoquent le parcours de Josselin qui a grandi, qui a passé son adolescence, sa jeunesse sans son grand-père et qui lui raconte ce qui s'est passé. Et il lui raconte notamment son passage à l'école. Il n'avait pas besoin de Josselin pour évoquer les 3 dernières années et ce que tout le monde savait. L'influence désastreuse sur le ministre de l'Éducation nationale des écologistes égalitaires Rosa Joly et Lionel Von-Maudit. Ils avaient soufflé à Philippe Lemeilleur, le ministre de l'Éducation nationale nommé en 2012 par Francis Lasland, l'idée de supprimer ce qui s'était empressé de faire avec délectation toutes les classes préparatoires, toutes les grandes écoles, difficiles d'accès, à qui ne travaillait pas d'arrache-pied, et donc accusé de former une élite discriminante pour les enfants d'immigrés. Josselin se tut, accablé par ce qu'il venait de faire émerger de sa mémoire, et par le sentiment de culpabilité qui avait émergé dans sa conscience quelques heures plus tôt. Il était responsable de ce désastre. Il avait voté socialiste en 2012. C'était sa faute. Et cette fois, ce fut Henri Lefranc qui revint sur les 3 années passées, en rappelant les choix terribles effectués par Francis Lasland et Marie Bory en 2012. Ils avaient nommé les pires à la tête des ministères et poussé la population à la révolte. Comment avait-il pu imaginer pouvoir imposer à une population son remplacement par une autre, à une civilisation issue des Lumières son remplacement par une civilisation issue de leur barbarie moyenâgeuse? Comment avait-il pu imaginer pouvoir remplacer le respect des droits du citoyen par le respect de la loi de l'homme sur la femme et la laïcité par la loi religieuse imposée à tous? Henri Lefranc raconta à son tour à Josselin son effroi, son désespoir, et bientôt sa révolte lors de cette fameuse journée de 2012 où il avait entendu Rosa Joly présenter le nouveau gouvernement. Pour lui, assis devant sa télévision, l'annonce de la composition du gouvernement avait été un véritable calvaire. Il ne se faisait aucune illusion. Il savait quels avaient été les appuis qui avaient assuré la victoire de Francis Lasland. Il savait donc que, comme dans les affaires, il y aurait retour sur investissement. C'est justement ce qui l'effrayait. Il s'attendait au pire, il ne fut pas déçu. Les législatives s'étaient terminées par la victoire de la gauche, qui avait obtenu 401 députés. Malgré tout, l'événement de cette élection avait été l'incroyable score du Front des Patriotes, qui, avec 48%, se posait d'ores et déjà comme une alternative au pouvoir. Après la constitution d'un premier gouvernement de transition, appelé le gouvernement Bory I, on attendait donc avec impatience la constitution d'une nouvelle équipe qui, selon les commentaires des éditorialistes, devrait être un gouvernement de combat contre la montée de l'extrême droite et des idées nationalistes en France. Les rumeurs les plus folles circulaient sur certains noms, les contacts se multipliaient entre les dirigeants du mouvement socialiste, des Vrais Verts, du groupe de gauche, du parti communautariste et d'éminents représentants de la société civile. On rappelle quelques tractations, on rappelle la nomination de Marie Bory. Nous avons Jean-Marc Ayrault et non pas Martine Aubry. Bonnet blanc, blanc bonnet, comme on l'a écrit d'Henri Postelaïc il y a 2 jours. Il n'avait pu s'empêcher de s'étrangler de rage quand il avait constaté qu'ils avaient osé prendre comme porte-parole du gouvernement la nommée Rosa Joly. Ancienne avocate, ayant quitté son pays natal, la Suède, à l'âge de 25 ans, elle était en France depuis plus de 40 ans et persistait à parler un français des plus approximatifs, etc., etc. Que Marie Bory ait pu désigner un tel personnage comme porte-parole du gouvernement avait été un premier coup de poignard pour l'amoureux de la langue de Victor Hugo qu'était Henri,
qui souffrait d'entendre chaque syllabe écorchée par cette femme glaciale, hautaine et méprisante. Mais le pauvre n'était pas au bout de ses surprises. Quand il avait entendu la porte-parole annoncer le titre du prochain ministère, il avait eu des sueurs froides. Ministre de la construction européenne et de la démocratie citoyenne, Lionel von Maudit. Non, pas celui-là, ne put s'empêcher de gémir le vieil homme. Il se rappela toute l'œuvre de ce nouveau ministre, agitateur anarchiste en 68. Il incarnait à lui tout seul tout le gauchisme post-68 qu'Henri exécrait et tous les mauvais combats. Ministre de l'Intérieur, chargé des relations avec les cultes, Laurent de la Noël. Putain, pas lui! N'avait pu s'empêcher de hurler Henri, qui s'était surpris à prononcer une grossièreté qui lui était totalement étrangère. On allait mettre la police française sous les ordres d'un homme qui, maire de la capitale, n'avait jamais su, durant son mandat, empêcher les prières vers la manne illégale dans de nombreuses rues de sa ville. On allait charger des relations avec les cultes un élu qui avait particulièrement brillé tout au long de son mandat en violant la loi de 1905 et en arrosant avec une grande générosité nombre de cultes. Je passe quelques passages. Ministre de la Défense et de la Paix, Bernard Rémy Ravi. Un long gémissement avait accompagné cette nouvelle annonce. Ils avaient osé mettre ce prétendu philosophe qui depuis 30 ans envahissait les plateaux de télévision dans ce gouvernement, et en plus le nommer ministre des Armées. Ministre de l'Éducation nationale et des apprenants, Philippe Lemeilleur. Abattu, le vieux républicain n'eut aucune réaction. Il s'était rappelé que c'était ce triste individu qui, en toute logique, ayant fini chez les vrais verts, avait réussi l'exploit de foutre en l'air un système scolaire que le monde entier leur enviait en moins de 20 ans. Ministre de la mondialisation solidaire, Marc Attila. Là, Henri avait commencé à disjoncter et n'avait pu se retenir de jeter rageusement son vieux chausson en direction du poste de télévision. Attila, cet ancien conseiller du président Le Hareng de 80 à 93, était passé au service de Charles Norzy dès 2007. Il n'arrêtait pas sur les plateaux de télévision de leur raconter que la France devait disparaître, qu'il fallait toujours plus d'immigration et plus d'Europe. Ministre de la démocratie participative, Marjolaine Loyal. Henri n'avait même plus la force de protester. Ministre de l'entreprise et de la diversité, Florence Berlingot. Henri effondré avait constaté qu'ils avaient même osé ça. Mettre dans un gouvernement de gauche l'ancienne responsable du principal syndicat patronal. Ministre du Travail, de l'Industrie et de la Solidarité entre les peuples, Jean-Jules Méchandon. À la soupe, avait persiflé Henri, qui, dans le passé, s'était surpris à manifester la sympathie pour cet homme de gauche. Effondré, Henri avait éteint la télévision. Il n'avait su que le lendemain, en lisant son journal, Le Parisien, que des ministres de droite faisaient également partie de ce gouvernement. Albin Puré, Jean-Loup Viblou, Frédéric de Pinville avaient accepté des Marocains. Il avait appris que 14 nouveaux ministres étaient issus de la diversité et que cela devrait marquer un tournant décisif dans la représentativité des nouveaux élus. Il s'était montré perplexe sur certains ministères et leur utilité. Que l'ancien champion de basket Yann Moix soit ministre de la solidarité, de l'amour et du bonheur lui paraissait plutôt surprenant. Mais cela devait faire partie des gadgets démagogiques, ce sportif étant, à ce qui paraissait, le citoyen préféré des Français, bien qu'il passât la majeure partie de son temps aux États-Unis. Que Joël Lapeyre, qu'il considérait comme un pantin, soit nommé ministre de la solidarité et du droit des homosexuels, lui qui, comme maire quelques années auparavant, s'était fait suspendre pour avoir célébré le mariage de 2 homosexuels dans sa mairie, démontrait, si besoin était, le peu de considération que ce gouvernement aurait pour les lois de la République. Vieux routier de la politique, Henri avait tiqué quand il avait remarqué pas moins de 5 ministres issus des mouvements antiracistes. Ça, c'est du sérieux, et c'est inquiétant, s'était-il dit. Frédéric Coteau, ancien patron de SOS Racisme Blanc, avait été nommé ministre de la Solidarité et du droit des étrangers. Mustapha Alaoui,
président pendant de longues années du Rassemblement pour l'amitié du pieux prophète, RAPP, était devenu ministre de la Solidarité, chargé de la lutte contre le racisme et la verlamophobie. Patrice Noir, fondateur du CRANF, avait été promu ministre de la Solidarité et de la Négritude. Michael Ratafia, longtemps président de SOS Droits de l'Homme, avait été promu ministre de la Solidarité et de la Laïcité positive. Un ancien dirigeant antiraciste, devenu numéro 2 du mouvement socialiste, Armel Vézir, avait été nommé ministre de la Solidarité, chargé de l'implantation d'une nouvelle civilisation. Etc., etc. Les deux personnages parlent, et la fin du chapitre, Jocelyn se tut. À présent, conscient de n'avoir jamais fait attention à ces gens, conscient d'avoir donné carte blanche à ceux pour qui il avait voté, il était atterré. Au moment où Henri Lefranc se préparait à reprendre la parole, son petit-fils gémit. On est foutu. Henri Lefranc se redressa et d'une voix de stentor s'écria « Ah non, pas toi !» Comme Henri Lefranc, je dis, pas vous. Même si le gouvernement de Jean-Marc Ayrault est aussi épouvantable que celui que nous avons imaginé, même si le gouvernement de Jean-Marc Ayrault est pire que celui que nous avons imaginé, nous ne devons pas baisser les bras, nous devons lutter encore et toujours plus. Vive la République, vive la France et à vendredi. Encore